enfin ce qu'ils cherchent au cœur de l'Elbourz. Le pic d'Alamout, la fameuse Alamand des Croisés, se dresse à 2175 mètres d'altitude. Alouhamout, le jugement de l'aigle. Son nom lui fut donné par un roi dont l'oiseau de proie venait de se poser sur le plateau. Comprenant aussitôt la situation stratégique du lieu, le souverain y fit ériger une forteresse. Hassan envoie ses fidèles au sommet de la falaise pour convertir la garnison. Puis, il aurait proposé un marché à son chef. « Vends-moi la partie du château que peut contenir la peau d'une vache. » Devant le commandant médusé, un des compagnons de Hassan découpe la peau en bandelettes, qu'il relie pour en faire une longue bande. Le mur extérieur de la forteresse se retrouve ainsi entièrement encerclé. Grâce à ce stratagème, l'Ismaélien s'empare de la citadelle. Voilà pour la légende. La vérité est tout autre. En réalité, la forteresse change de main contre 3000 dinars or offerts par un généreux donateur. Peu à peu, toute la région tombe sous la coupe de Hassan, qui répand partout le message de la justice. Il ne faut pas longtemps à ce fin stratège pour mettre sur pied une infrastructure efficace. Un ingénieux système de communication permet aux alliés d'échanger des informations facilement, quelle que soit la distance qui les sépare. Depuis les différents avant-postes, ils s'envoient des signaux lumineux ressemblant à du morse. En cas de danger, c'est un système d'alerte précoce fort utile. L'armée ismaélienne s'empare de 70 châteaux, par conquête ou par ruse. Dans l'extrême nord de la Perse, naît un État dans l'État, composé d'un réseau de partisans unique en son genre. Un État gouverné par un chef religieux aux ambitions politiques affichées. Il se rapproche de son but. La fédération idéologique des Ismaéliens du pays. Seule l'union leur permettra de lutter contre les incessantes persécutions des autres factions. Du nord au sud, d'est en ouest, Hassan ibn al-Sabah étend son bras protecteur sur toutes les communautés ismaéliennes. Depuis peu, les scientifiques s'intéressent de près à la forteresse d'Alamout. Quelques mois par an, une équipe d'archéologues de Téhéran effectue des fouilles dans le château bas. Au pied du plateau se trouvaient jadis les ateliers et les salles d'intendance de la forteresse. Il s'agit de la première étude subventionnée par l'État de ce lieu chargé d'histoire. Sous la houlette de Hamid Choubak, les archéologues mettent au jour des découvertes de différentes époques. À côté d'artefacts en argile, ils ont trouvé des récipients en bronze, des bijoux massifs, de lourdes chaînes en fer et un grand nombre de pièces de monnaie. Les pièces sont frappées à l'empreinte d'Alamout, un indice de l'existence d'un État autonome à l'époque de Hassan. L'accès au château haut a déjà été déblayé. Les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent sont d'une importance capitale. Il y a de nombreuses pièces de monnaie, ainsi que des fragments de briques et de carreaux. Ces fragments proviennent de l'époque des Seldjoukides, originaires de Turquie, et de Hassan ibn al-Sabah. Tout indique une architecture somptueuse, digne d'un grand chef religieux. Le reste de la population, en revanche, était logée modestement. Seuls quelques murs ont échappé à la destruction de la forteresse par les Mongols. Des vestiges de salles au cœur de la falaise constituent le plus gros des ruines. Les architectes de Hassan avaient revêtu la paroi extérieure de briques. À cette époque, le château devait offrir un aspect impressionnant.
La forteresse est habitée par environ 200 hommes, ravitaillés par les paysans de la vallée de leur plein gré. Ces Ismaéliens convertis ne veulent plus enrichir les seigneurs féodaux. Ils préfèrent travailler pour leur nouveau protecteur. En échange, Hassan leur apporte son soutien. Sous son règne, l'agriculture et le commerce sont florissants. Sa communauté est soudée, y compris face aux dangers. À l'extrémité des plaines fertiles, à environ 34 km d'Alamout, la secte possède un autre nid d'aigle quasiment inexpugnable. La forteresse de Lamassar. Lors de son expédition en 1931, la Britannique Freya Stark dessine un plan du site. Au XIIIe siècle, les habitants de la forteresse résisteront vaillamment aux Mongols sans toutefois parvenir à les repousser. L'exploration des ruines est au programme des archéologues iraniens. Dans les prochaines décennies, tous les châteaux de l'époque de Hassan seront documentés de façon scientifique. La forteresse de Lamassar était très importante du point de vue stratégique. Construite avant l'époque de Hassan ibn al-Sabah, elle servait de base militaire. Lorsqu'une armée ennemie voulait attaquer la région autour d'Alamout, la forteresse en était rapidement avertie. Elle repoussait l'adversaire, l'empêchant ainsi de lancer une offensive sur le quartier général. Les habitants acheminent l'eau des montagnes jusqu'à la forteresse via de nombreux canaux. De grosses citernes stockent le précieux liquide et des réserves sont constituées en cas de siège. À ce jour, les archéologues ont répertorié 16 réservoirs. Mais en général, la ration d'eau quotidienne est puisée directement dans la rivière voisine par un système de poulies. Depuis sa forteresse d'Alamout, Hassan préside au sort de la communauté, s'inspirant pour cela de l'étude quotidienne du Coran et d'autres écrits philosophiques. Sa vaste bibliothèque aménagée le long des immenses murailles devient célèbre. Dans le calme et la solitude, il œuvre pour la création d'un État idéal, délivré du joug des Seldjoukides ou des Sunnites. Dans la lointaine Samara, au nord de Bagdad, la mosquée des califes abbassides n'a rien perdu de sa splendeur. Aux yeux de Hassan, cette dynastie sunnite est responsable du déclin de l'islam juste. Par ailleurs, elle cherche à anéantir sa communauté par tous les moyens. Les souverains sunnites vivent dans de fastueux palais. Népotisme et corruption sont la règle. À Bagdad, leur capitale, ils fondent de prestigieuses écoles d'études religieuses où l'on enseigne la théologie et le droit d'après les préceptes du parti dominant. C'est là que se développe le dogme sunnite qui présente les chiites, et en particulier les ismaéliens, comme des dissidents et des ennemis de l'islam. Des millions de volumes ornent les rayons des immenses bibliothèques de la capitale. Livres sur les mathématiques, ouvrages littéraires de différents siècles, traités de médecine. Bagdad devient un centre scientifique de premier ordre. Même s'il est le souverain officiel du royaume, le calife ne reste qu'une marionnette aux mains des Seldjoukides, ses alliés. Convertis à l'islam en l'an 1000, les Turcs étendent leur hégémonie à la Perse et à la Mésopotamie en l'espace de quelques décennies. Ils accroissent progressivement leur influence politique et militaire. Protecteurs autoproclamés du calife, ils savent se rendre indispensables. Rien de ce qui se trame dans les montagnes du Nord sous la conduite de Hassan n'échappe à leur sultan. Ils décident de lancer leur armée sur Alamout pour éradiquer ce foyer de résistance.
Malgré leur supériorité numérique, les assiégeants sont obligés de battre en retraite, une cuisante défaite. Hassan ourdit sa vengeance. Il sait qui est le responsable, son ennemi juré, le grand vizir du sultan. Dans la soirée, le Daï rassemble ses fédaviers, ces hommes qui lui sont dévoués corps et âme et qui sont prêts à donner leur vie pour la cause. La décision est prise. Le fédavier connaît le sort qui l'attend et la mission qui lui est confiée. La mort du vizir. Le premier attentat de Hassan au nom de la religion. Le matin du 16 octobre 1092, dans un petit village de Perse, l'assassin d'Alamout guette le moment propice, déguisé en mendiant. Nizam al-Mulk, 80 ans, ignore tout du danger qui l'attend. Ce haut dignitaire revient d'une entrevue importante. C'est un notable qui a mis sa vie au service du pays. Sous prétexte de lui remettre une requête, l'inconnu s'approche du vizir. En prononçant ces paroles, au nom d'Allah de la part d'Hassan ibn al-Sabah, l'assassin passe à l'acte.